Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Alors, je m'appelle Jacques Briand, qui est plus VTA Jacques, mais à ce niveau-là, personne ne me connaît. De profession, je suis instituteur. Alors, je fais partie de la génération atomique ou nucléaire. J'avais 6-7 ans lorsque j'ai entendu parler de la première explosion nucléaire. C'était quelque chose de très loin, puisque dans notre propre famille, on n'en parlait pas du tout. Et ça a été aussi très douloureux, mais je l'ai compris beaucoup plus tard. Ma mère, qui était fonctionnaire du territoire à l'époque, comme infirmière sage-femme, avait un salaire qui ne nous faisait pas vivre. Et du jour au lendemain, son salaire a été multiplié et on a eu ce sentiment d'être reconnu à ce moment-là comme étant des gens de la société qui avaient réussi. Donc j'étais très jeune, j'avais 6-7 ans et la première fois ma mère me disait « ce mois-ci, je vais pouvoir vous acheter ce qu'on ne pouvait pas acheter ». J'ai senti à ce moment-là qu'elle avait de l'argent que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Ou que si on devait avoir quelque chose, ça se méritait sur tellement de temps que les prévisions d'avoir quelque chose n'était pas pour nous une certitude. Et là, subitement, du jour au lendemain, je vais vous dire une chose. On a mangé la première fois une pomme. Ça peut être quelque chose d'absurde. Mais accéder à, pour nous, qui était une représentation de quelque chose qui était inimaginable pour pouvoir y accéder. Malheureusement, ce semblant et cette apparence complètement artificielle nous a éloignés des questions de fond, du devenir, du pourquoi il y avait des essais nucléaires, du devenir de la Polynésie. Ça, on n'a pas eu ce débat, il n'y a pas eu cette discussion au sein de notre famille et au sein de la maison. C'est beaucoup plus tard, lorsque j'ai acquis un peu de maturité, lorsque j'ai pris mes distances, que j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes qui continuent à militer aujourd'hui et qui ont donné un éclairage un tout petit peu plus différent et qui m'ont ensuite tout simplement motivé à m'engager. D'abord dans un mouvement associatif, parce que c'était la forme pour nous la plus facile à accéder pour exprimer nos interrogations sur le devenir. Peut-être aussi c'était une manière de nous rattraper de quelque chose que nous avions raté. Et en ayant cet échec, je crois que ça m'a motivé encore beaucoup plus pour essayer de convaincre, et ça n'a pas été évident. Quand j'ai commencé le métier d'enseignant dans les années 75, il n'était pas bon de s'afficher comme un anti-nucléaire, comme un écologiste. C'était toujours pointé du doigt comme, allez, vulgairement des emmerdeurs, un peu plus intelligemment comme des contestataires, et plus délicatement comme des gens manipulés. Donc, à la limite des terroristes qui étaient là uniquement pour embêter tout le monde. La première étape, c'est vraiment la première explosion nucléaire. On n'avait que la radio, mais ça a été un sujet de débat alors qu'on avait uniquement l'information qui disait qu'il y a eu un essai nucléaire. Et comment est-ce que dans notre village, le débat a eu lieu? C'est à croire que ces gens-là étaient au plus près de la source d'information. Donc chacun avait sa version. Donc entre ceux qui voulaient angéliser et ceux qui voulaient diaboliser, on était imprégnés de ce discours. Et pendant
toute mon adolescence, j'ai vécu dans cette espèce de manipulation de l'information, de la désinformation entre les tenants et les opposants. Jusqu'en 1975, où j'adhère à l'association Yaourt et Natura, dans lequel il y avait un certain nombre de personnages, aujourd'hui encore de la vie politique, des personnalités de la vie politique, des personnes qui se sont retirées ou d'autres qui ont disparu comme Henri Hiro. Et j'avais beaucoup apprécié l'approche parce que c'était une remise en question de l'identité, d'une vision culturelle d'un pays, et que le nucléaire était le sujet qui nous permettait d'entrer dans ce débat. Ça a marqué, et pour moi, ça a été véritablement la rupture avec ce dont j'avais été baigné depuis très longtemps. Et enfin, j'avais une vision du pays qui ne pouvait pas continuer à accepter qu'au nom de la souveraineté de l'État via le nucléaire, on puisse déverser autant d'argent, et que l'argent, à ce moment-là, était en train de corrompre même nos valeurs les plus, j'allais dire, communes à la société polynésienne de cette époque-là. Et se poser la question pour un certain nombre de partis politiques que la souveraineté ou l'accession à l'indépendance était un élément de réponse pertinent. Donc j'ai été imprégné de ce débat jusqu'au moment où je décide de m'engager en politique avec le parti politique Yamana Tenuna, dans lequel il y a Jacques Hidrolet, Jean-Paul Barral, Henri Hiro, entre autres, pour ne citer Turo Rapoto, pour ne citer que cela. Et là, je prends véritablement conscience du choix politique, d'une réflexion d'un pays qui fait son choix entre la gauche et la droite, entre la solidarité et le libéralisme. Donc toute cette construction politique, j'acquiers au niveau du Yamana, et c'est fondé au départ d'un engagement antinucléaire. Tout simplement parce que derrière l'affichage de la sûreté nationale, de l'armement qui allait protéger l'ensemble de la République, les montants qui étaient reversés à la Polynésie auraient pu construire la Polynésie de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus solidaire. Or, on se rendait compte que l'argent qui arrivait allait toujours dans la poche des mêmes personnes, allait toujours vers des intérêts pour lesquels nous avions l'impression que c'était une construction qui n'avait pas d'autre vocation que de maintenir en place un pouvoir, un rayonnement économique avec les mêmes. Il était à ce moment-là tellement facile d'intégrer cette logique. Nous n'avons, en tout cas pour ma part, c'était quelque chose de très révoltant, cette espèce de fracture sociale, mais qui pouvait être facilement achetée puisqu'il suffisait d'arroser. Donc il y a ce pouvoir de l'argent qui arrive, dont on a beaucoup explicité. Il y a un deuxième facteur, c'est le poids des églises en Polynésie. Il y avait bien l'église protestante qui essayait, tant bien que mal, à indiquer sa position antinucléaire. Néanmoins, il ne faut pas oublier que sur les 12 000 salariés au plus fort des expériences, étaient aussi, de temps en temps, quand ils revenaient, de généreux donateurs de ces mêmes églises qui disaient « c'est pas très sympa » et que cet argent a servi à construire des maisons paroissiales, à financer des rénovations. Donc derrière ces opérations, et je le dis sans chercher à confronter quiconque, dans ma propre famille, lorsque mes oncles revenaient après 3 mois, on sentait la différence du pouvoir d'achat qui était à la maison et du pouvoir qu'ils avaient lorsque, au temple ou à l'église, ils donnaient leur contribution, qui n'était pas négligeable. Donc c'est aussi une considération qu'il faut intégrer et qui a fait en sorte que toute une génération d'anciens travailleurs n'ont pas réagi tout de suite à la dangerosité pour l'emploi dans lequel ils y étaient, parce que l'argent qu'ils rapportaient leur permettait d'élever, entre guillemets, un niveau de vie matériel. Peut-être qu'ils achetaient, allez, je veux dire méchamment, une place au paradis, en donnant un peu plus que d'autres, j'en sais rien. Mais il y avait quand même une complicité, même si elle n'est pas affichée, du poids, toute église confondue, même si la parenthèse de l'église protestante dans son affichage a été depuis le début toujours
sur une ligne pour laquelle on ne peut pas contester. Maintenant que ça a été actif, les îles sous le vent ont envoyé énormément de salariés. Or, les îles sous le vent, c'est majoritairement protestants. Vous prenez l'Église catholique à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, ils ne se sont jamais positionnés pour ça. Vous prenez sur Tahiti, c'est moitié-moitié avec l'Église protestante. Là aussi, le poids de ces salariés ont contribué énormément à cela. Et on voit bien après la déclinaison du poids économique de ces salariés lorsque petit à petit le site de Moruroa, Fongataufua et Moruroa ont fermé. On a bien senti qu'il y avait une baisse de la contribution des ouailles aux activités. Donc il y a un poids des églises à ce niveau-là. L'autre élément, c'est la place de l'histoire dans le pays, avec la disparition de Poana qui, à ce moment-là, aurait pu être le porte-drapeau d'une contestation politique, le positionnement dans lequel il se retrouvait comme un paria, loin du pays, a aussi effrayé beaucoup de Polynésiens. Ensuite, les partis politiques qui étaient à ce moment-là plus ou moins antinucléaires partageaient aussi le pouvoir avec les anciens amis qui aujourd'hui sont devenus des gens du Tawera de Gaston Flosse. Donc il y avait une absence de clarté dans le regard politique qu'il y avait. Mais je ne me fais pas non plus d'illusions. La droite a été pro-nucléaire, quand Mitterrand est arrivé avec la gauche, c'était du copier-coller. Donc je ne conteste pas qu'en Polynésie, on a eu des attitudes, les partis politiques ont eu des attitudes un peu bizarres. Je n'oublie pas que c'est sous un gouvernement de gauche, avec Charles Hernu, que le Rainbow Warrior a été coulé, qui est un bateau antinucléaire et dans lequel il y a eu mort d'homme. Et qu'on a soldé ces espions par des soi-disant condamnations à l'ombre des cocotiers. Donc ce n'est pas non plus tout blanc, tout noir. Il y a une manifestation politique dans le pays qui a été à la solde de l'État, il n'y a pas de souci. Et lorsque 1995 arrive, là, on sent à ce moment-là qu'il y a une révolte qui dépasse complètement le clivage associatif et politique. On se retrouve en 1995 dans une espèce de confédération de partis politiques, de syndicats et d'associations pour manifester. Et on se rend compte que notre engagement dépasse le territoire de la Polynésie puisqu'il y a des métropolitains qui viennent. Et on a eu la possibilité de rencontrer ceux de Larzac. Il y a eu des Japonais, il y a eu tout le bassin pacifique qui est venu. Donc 1995 va être un moment, me semble-t-il, que l'on va retrouver en 2004 lorsque le Taoui et le Tawiroa vont arriver comme étant des points qui vont marquer l'histoire du pays au travers de cette réaction par rapport aux essais nucléaires. Là aussi, le rapport de force était déséquilibré, même s'il y avait une forte mobilisation, dans la mesure où la représentation du pays n'avait que faire de l'expression populaire qui naissait. Et 1995-2004, lorsque l'effet de la bombe disparaît avec l'arrêt de ces essais, subitement il y a une baisse de température. Mais on sent que derrière tout cela, les intérêts économiques continuaient quand même à toucher avec cette rente de 1 milliard de francs CFP que Chirac avait promis à M. Gaston Flosse pour continuer à arroser la Polynésie, que les intérêts financiers continuaient à consommer cet argent et que la répartition de la richesse était encore à côté. Et donc il ne faut pas s'étonner de tous ces événements qui se sont exprimés par la violence. Ça a été le cas de l'aéroport, ça a été des événements au niveau de Papeete, qui est l'expression la plus sordide de l'échec visible. Parce qu'aujourd'hui, on a encore cet échec-là et on le voit dans les quartiers. Il suffit d'aller faire quelques quartiers pour sentir que la cicatrice est encore bien ouverte et qu'elle est loin d'être guérie. Donc 1995 va rester un moment intense. Maintenant, est-ce que il y a eu un réveil pendant 30 ans? Non. Il a fallu attendre l'arrivée du Yamanatenuna, du Tamini avec, avec Jacques Hidrolé et le parti politique, ensuite de Oscar Temaru et de son parti politique, pour que le fait antinucléaire devienne véritablement une
un engagement politique fort. Et à ce moment-là, les choses ont commencé à évoluer. Il y a eu quelques syndicats qui ont essayé de se positionner comme des syndicats antinucléaires, mais qui n'ont pas résisté à l'usure du temps. Néanmoins, les indépendantistes sont restés des antinucléaires. Et pour moi, c'était les personnes les plus proches par rapport à mes propres convictions pour pouvoir faire évoluer ce dossier-là. Et je suis persuadé que l'évolution de la Polynésie sur sa relation avec l'État doit pouvoir continuer à se faire de manière à ce que le pays prenne conscience de son potentiel. Bien sûr qu'il y en a. Néanmoins, d'une réalité aussi qui est il faut construire ce pays pour pouvoir prétendre à des compétences qui vont bien au-delà à ce que il y ait un juste partage des richesses que l'on pourrait à ce moment-là produire. Donc quand vous combinez tout cela, on peut comprendre que ça a mis beaucoup de temps et que l'on a fini par avoir des cheveux blancs. Surtout quand je vois les photos de 95 où on manifestait avec nos pancartes à Tarahoy, où on a construit avec l'association Hititao des cabanes pour pouvoir signifier que nous étions opposés et qu'aujourd'hui, on a pris beaucoup à l'idée de cheveux blancs. Pas tant que ça, mais de plus en plus ça va se voir. Mais on est convaincu de notre engagement, que c'est un engagement juste. Si la Polynésie avait gardé Pouwana à Opa, peut-être qu'on n'aurait pas aujourd'hui à faire un travail de mémoire. Et que la disparition de Pouwana à Opa, la Polynésie n'a pas beaucoup d'hommes politiques. Vous prenez la France, que l'on soit pour ou contre. Vous savez, des hommes politiques de gauche comme de droite, sur lesquels le peuple de gauche, pour simplifier, le peuple de droite peut se retrouver. En Polynésie, nous n'avons pratiquement personne. Et pourtant, Pouwana, qui n'est toujours pas reconnu dans ses droits, mis à part une stèle, n'est pas le personnage qui aurait pu, aujourd'hui, par les temps les plus difficiles, servir de paravent ou en tout cas de point de départ en disant peut-être que si on recommençait avec des orientations de cette nature, ça changerait. Je crois que ça manque beaucoup à la Polynésie. Et le fait, peut-être au travers de ce centre de mémoire, peut-être que le nucléaire va devenir ce personnage historique, si je peux utiliser le terme, pour pouvoir expliquer qu'un peuple a besoin, un pays, une jeunesse a besoin d'un référent historique. C'est absolument nécessaire. On ne peut pas construire l'avenir si on n'a pas ce référent. Et je souhaite et je prie pour que ce centre puisse exister et l'engagement que l'on a eu au travers de la commission. En tout cas, j'espère qu'on sera encore vivant, que c'est un espoir de faire vivre et de faire rentrer dans l'histoire du pays. Enfin, on a un référent. Pour l'instant, on n'en a pas. Vous faites le tour de Papeete, ce sont des référents d'une société libérale, c'est du McDo, c'est du Coca, voilà. Mais nous n'avons pas un référent historique, on n'en a pas. Un lieu, pour l'instant, on n'en a pas. Donc on espère qu'avec ce centre-là, on va pouvoir construire quelque chose. Te pohe nei ho i te taatai, ahi o wanara te nu